Le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urba et Cité Verte Europe, sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio. Chers amis, bonjour. Alors ça, je rêvais de le faire. Chers amis, bonjour, ça nous rappelle les grandes périodes de la télévision. On est ici au SMC, le Salon des maires et des collectivités locales, au cœur, finalement, du congrès des maires de France. Et je vous annonce un scoop, David Linard est élu. Le maire de Cannes est élu à la tête de l'AMF. Il succède à François Barouin, à la tête de l'Association des maires de France, qui est quand même l'une des institutions les plus importantes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les ancrages territoriaux dépendent directement de cette gestion de l'AMF. On va souhaiter à David Linard, le maire de Cannes, tous nos voeux de réussite, et on espère effectivement, on sera chez lui d'ailleurs dans pas très longtemps, voilà, un maire offensif, clairement. Il a gagné haut la main cette élection. Il était en concurrence avec un autre candidat, Philippe Laurent, le maire de Sceaux. Voilà, c'est annoncé, voilà, on a fait notre boulot de journaliste, on annonce l'information. David Linard est élu à la tête de l'AMF. Alors, comment valoriser l'économie circulaire au bénéfice de la transition écologique? C'est tout le sujet du jour. On peut même parler de transformation anthropologique et de cette nouvelle urbanité auquel nous sommes tous confrontés dans une terre qui, rappelons-le, est une terre finie. Donc, il n'y a pas d'infini sur une terre finie. C'est intéressant de rappeler aussi des principes presque philosophiques. On est bien sûr ici au Salon des maires et des collectivités locales pour en parler. Vous l'aurez compris, ensemble, on va parler environnement et économie circulaire. Alors, réduire la consommation et le gaspillage est un enjeu majeur dans notre siècle, clairement. Ou comment passer d'une société de consommation vers un mode plus respectueux de notre terre, avec tout ce que ça implique, la faune, la flore, la biodiversité, les animaux, bref, de la terre et de ses habitants. Les sociétés innovent, les sociétés inventent. Elle se réinvente. On peut même dire d'ailleurs que l'innovation, c'est le moteur même de la prospérité. Et là, pour le coup, on a des industriels qui sont très axés là-dessus. Alors bien sûr, on ne peut pas ne pas dire dans cet édito qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une inflation normative ou un empilage encore et encore de normes qui s'ajoutent aux normes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, messieurs, mais la France est le champion de toute catégorie de la norme et de l'inflation normative, devant même les pays scandinaves, ce qui est incroyable, mais c'est vrai. Frénésie réglementaire, un emboîtement des ambitions entre, bien évidemment, la loi AGEC, la RE 2020, qui se doivent de répondre à l'enjeu climatique, et nul, bien sûr, ne s'y oppose. La RE 2020 qui a fait couler beaucoup d'encre, qui va se mettre en place par phases successives. Est-ce qu'elle va résoudre le problème de la ressource, accélérer la transition écologique? C'est encore un sujet. Est-ce que le bâtiment, qui représente aujourd'hui un quart des émissions à effet de serre, avait besoin des contraintes réglementaires ou supplémentaires, alors que la profession, depuis plusieurs années, notamment la filière béton, avait déjà intégré ces transformations environnementales déjà depuis plus de 20 ans. Tenez-vous bien, depuis plus de 20 ans, d'ailleurs on va en parler avec des spécialistes. En tout cas, on va parler de ces enjeux. Et si on aborde le point le plus spécifique de la ressource, on parle beaucoup de récupération, de réemploi, de recyclage des déchets et du bâtiment. Et Dieu sait qu'à la télévision, on a vu pas mal de choses le faire. Alors, je vais finir mon édito, mon pitch, avec quelques chiffres avant de présenter nos invités. L'empreinte carbone actuelle de la France représente en moyenne l'ordre de 11 tonnes et demie d'équivalent de CO2 par Français et par habitant sur une année. Cette empreinte carbone doit être réduite de 2 tonnes pour 2050 et cadrée avec la stratégie nationale bas carbone, la fameuse SNBC. Les changements de comportement à l'échelle individuelle peuvent permettre une réduction de l'empreinte carbone de l'ordre de 20%, ambitieux quand même. RE 2020, quels sont les grands enjeux de cette réglementation? On va en parler bien évidemment. Comment doser les critères, concilier confort, économie, réversibilité, évolution des usages, aussi dans la logique du financement, il ne faut pas l'oublier, parce que tout ça, ça se finance. C'est une transformation qui n'est pas évidente aussi. Évolution des usages, donc maîtrise des usages dans la logique d'une efficience constructive. Voilà. Voilà pour le pitch. Ça nous donne un beau débat en perspective. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Christophe Possémé. Comment ça va, Christophe? Ça va très bien, bonjour. Alors, président UMGO, affilié à la FFB, donc Fédération Française du Bâtiment. Vous allez nous parler un petit peu de votre organisation et comment ça se passe avec ces défis. Je pense qu'avec l'édito, on a compris le topo de la table ronde en question, accompagné de
Stéphane Delemot, le directeur marketing et commercial de Ciment Calcia, que je connais bien sur le plateau. Je l'ai déjà vu à 2 reprises, toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Comment ça va, Stéphane? Très bien, bonjour. Voilà, on va parler de ces sujets, on est dans le cœur, on a le cœur dans le cœur du réacteur, hein, avec Christophe Lagrange, directeur de l'offre chez Alkern. Bonjour. Comment ça va, Christophe? Ça va très bien. Voilà, alors comment je fais? Alors, Christophe 1, Christophe 2. Ça va être une vidéo voilà, côte en plus. Voilà. Oui, il y a peut-être un second prénom. Je m'appelle Gabriel, mon second prénom. Voilà. Ou appelez-moi Georges, c'est comme vous voulez. Merci en tout cas, Christophe, d'être avec nous. Et Fouad Afras. Je dis bien le nom, Afras? Très bien. Comment ça va, Fouad? Très très bien, merci. Président de LGPS. C'est ça. Alors, je vais vous proposer comme règle du jeu, messieurs, vous avez compris le point de vue de notre table ronde, préparée d'ailleurs de main de maître par Catherine Barbiazan, qu'on remercie et pour lequel on a une belle pensée qui est avec nous, qui est d'ailleurs dans le public. Et merci à elle. Alors justement, je vais commencer par vous, Christophe Possémé. Parlez-nous de votre organisation. Pourquoi êtes-vous là aussi avec nous et pourquoi ces préoccupations, je le sais, vous touchent particulièrement? Alors en tant que président de l'Union de la maçonnerie du Gros Œuvre, au sein de la Fédération française du bâtiment, donc c'est 15 000 adhérents, c'est 250 000 salariés sur le territoire national. Et donc nous sommes la première organisation patronale représentative de la construction en France. Et donc je suis là aussi en tant que maçon, parce que je suis moi-même entrepreneur et j'ai une entreprise de Gros Œuvre dans la région Champagne-Ardenne. Alors oui, parce que ça quand même, pour le rappeler, hein, tous les élus de la FEB sont d'abord des entrepreneurs, il y a avant tout des entrepreneurs. On est entrepreneur et bénévole pour la Fédération française du bâtiment. Absolument, il faut le rappeler. C'est très important ce que vous dites. Alors, à vous, l'autre Christophe, si je peux bien, Christophe Lagrange, directeur de l'offre chez Alkern. Alkern, en quelques mots. Alkern, c'est un préfabricant de produits en béton. On est présent sur tout le territoire au travers de 53 usines. Notre métier, en réalité, au-delà d'être un préfabricant en béton qui est assez technique, c'est de faire des produits pour l'aménagement du territoire, puisqu'on répond autant à des enjeux du particulier, de la maison, que des enjeux d'aménagement de la ville. On pourra y revenir en détail lors de cette radio. Merci en tout cas d'être avec nous. Fouad Afras, LGPS, en quelques mots. En quelques mots, donc je suis gestionnaire de biens immobiliers dans la partie technique et exploitation. Et notamment, j'ai travaillé pour la compagnie de Fasbourg il y a quelques années de ça, en tant que directeur technique de la compagnie. On avait en charge la gestion des biens des centres commerciaux. Voilà, un petit clin d'œil peut-être à Philippe Journeau, voilà, au passage, et à Charlotte, d'ailleurs Journeau aussi, qui est à la tête d'une très très belle start-up. Hein, Wishibam, voilà. Mais en tout cas, merci, et aussi un petit clin d'œil à Karine, elle se reconnaîtra, je pense. Merci en tout cas d'être avec nous, Fouad. Stéphane, quand on parle d'économie circulaire, vous qui êtes patron du marketing et de la com chez Calcia, comment vous l'abordez? Comment vous l'appréhendez, on va dire? Et je vais me permettre d'ailleurs, si vous voulez bien, en intro, vous poser la même question à chacun. L'économie circulaire, chez nous, elle est abordée sur plusieurs thèmes déjà. Parce que notre groupe, il a plusieurs activités. Donc on a une activité qui est celle de produire du ciment dans un premier temps. Donc l'économie circulaire, c'est l'utilisation de la ressource au plus proche de nos installations dans un territoire très localisé. Et quelle que soit l'origine, que ce soit des combustibles alternatifs, entre autres, que ce soit des matières premières, et puis des équipements et j'aurais presque envie de dire des services à disposition. Donc ça, c'est sur la partie ciment. Et après, on a un autre axe de travail qu'on a déjà partagé à plusieurs reprises entre nous, donc, qui concerne la trajectoire engageante de notre groupe, qui est celle de réduire notre empreinte carbone sur un de nos métiers, qui est le ciment, bien évidemment, mais avec un objectif final, qui est la neutralité de la production d'1 mètre cube de béton destiné à la construction et à l'aménagement du territoire. C'est possible? Oui, je pense que c'est possible. Enfin, j'ai quelques exemples et quelques expérimentations. Justement, parce qu'en plus, je voudrais rajouter, Stéphane, je l'ai dit en intro, vous aviez commencé bien avant la législation, les lois, etc., à entamer ces processus de recherche. Alors, ces processus de recherche, ils ont démarré il y a fort longtemps, puisque notre groupe, puisque nous sommes une filiale d'un groupe allemand qui s'appelle Heidelberg Cement, donc a engagé maintenant il y a de nombreuses années des travaux de recherche, d'expérimentation sur la transformation de l'outil industriel ciment dans un premier temps et sur la réflexion quant à comment pouvoir utiliser, comment pouvoir exploiter du béton issu de la déconstruction. Donc je parlerai un petit peu plus tard d'un projet expérimental qui est en place développé par notre groupe qui vise à donner une seconde vie à un béton qui a eu une première exploitation dans un acte de construire. Donc ça veut dire que dans l'image, il y a presque quelque chose d'infini, c'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment réemployer et faire en sorte finalement qu'il n'y ait pas de terme
en fait, au réemploi des matériaux où on est capable, finalement, dans une filière, d'être extrêmement vertueuse de ce point de vue-là, quoi. Alors c'est une des particularités du béton. Mais c'est vrai, mais en fait c'est intéressant parce que c'est pas toujours l'image qu'on en a de l'extérieur. Justement, on est là pour apporter les clés parce que c'est pas au-delà de la notion, j'allais dire, de purement marketing du discours. C'est réel. Hein. On va prendre des exemples. Hein, c'est tout à fait réel là-dessus. Fouad Afras, justement, quand on parle d'économie circulaire, pour vous, de votre point de vue, vous qui êtes un administrateur de biens et qui avez une vision, j'allais dire presque property ou asset, mais d'ailleurs, on peut dire les choses aussi un peu comme ça. Vous faites de la gestion d'actifs importants. Qu'est-ce qu'on évoque pour vous? Alors déjà dans un premier temps, on a aussi beaucoup d'acteurs sur le terrain aussi, notamment on a une filiale de nettoyage, enfin de chantier, donc là on intervient énormément sur le terrain où notre mot d'ordre c'est de recycler dans le meilleur des cas les déchets sur le terrain. Donc voilà, avec nos forces vives, on les forme, on essaie en tout cas de leur expliquer que voilà que c'est très important pour l'environnement et derrière ça, voilà, il y a un vrai suivi qui est derrière. Et on a réussi aussi à digitaliser un petit peu cette façon de travailler, ce qui est dans l'air du temps aussi, pour qu'on puisse faire un bilan en fin d'année, en tout cas avec nos clients, sur ce qui a été réalisé sur le terrain, notamment dans l'économie d'énergie, dans le recyclage, dans beaucoup de... Donc pour vous, l'économie circulaire, c'est quelque chose qui tend finalement à réduire l'apport, donc l'empreinte carbone, on est d'accord, hein, c'est l'impact environnemental, mais aussi la productivité, les gains de productivité qu'on peut améliorer avec finalement quelque chose qui est assez vertueux, c'est de faire bosser des gens à proximité. Non mais ça a pas l'air, ça a l'air évident, mais ça l'était pas tant que ça dans une industrie. Hein. Alors, on faisait pas très attention à ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi on peut le dire. Parce qu'on cherchait le moindre coût, parce qu'on cherchait l'amélioration de la marge. Et aujourd'hui, il y a un contexte, j'allais dire post, qui permet aujourd'hui pour que ce capitalisme soit vertueux, d'une recherche en fait équilibrée entre toutes ces contraintes. Alors exactement. Bon, nous on s'efforce à trouver en tout cas les acteurs locaux, les centres de tri, voilà, les spécialistes en déchetterie pour justement pouvoir mieux gérer nos déchets en tout cas en termes de proximité et puis aussi participer à cette sensibilisation de l'environnement aujourd'hui à l'empreinte carbone. Christophe Lagrange. Je crois qu'on vient de répéter plusieurs fois un mot qui pour moi est essentiel, c'est le local. C'est-à-dire, avant même de commencer à faire dans l'environnement de l'économie circulaire, c'est-à-dire finalement de faire quelque chose qui revient en boucle, le fait de pouvoir sourcer au plus proche, ça a plein d'impacts depuis le transport des produits, là on va les chercher, les clients qui vont les utiliser, puisqu'on a également ici présent le métier qui utilise nos produits, et donc si on utilise de la main-d'œuvre locale, on a toute une boucle vertueuse qui se met en place. Donc je définirais quelque part l'économie circulaire d'abord par la localité. 2, peut-être un préambule, c'est d'essayer d'utiliser le moins de matière possible. Alors nous, on a la chance, on est préfabricant, la chance de préfabriquer, on verra peut-être tout après. Et oui, sur plein. C'est d'essayer en fait d'optimiser, c'est d'avoir le temps d'optimiser, de concevoir en avance le chantier, finalement de le préparer. Et la ressource, vous la trouvez localement? Et la ressource, c'est toujours local. On a 53 usines en France, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on se situe toujours à proximité de nos clients, de nos chantiers, avec de la matière première qui est à proximité. On dit souvent en rôde dans une usine. Est-ce que vous pouviez faire autrement? Alors, je pense qu'au départ, on est venu pour 2 raisons à ce sujet-là. D'abord, il y a les coûts. Transporter des produits lourds, ça coûte de l'argent. Donc, il y avait un aspect économique vertueux, mais économique. Et le deuxième, c'est la matière première. On utilise quand même également beaucoup de matières premières locales parce qu'il y a besoin de faire des quantités importantes de produits. On fait beaucoup de tonnes, souvent c'est un peu péjoratif, mais on a effectivement des quantités. Aménager le territoire, c'est aménager en quantité. C'est construire beaucoup de logements. Et ça nécessite effectivement de la matière première. Un exemple de matière première que vous utilisez? À nous, très couramment, on utilise des matières premières qui sont essentiellement minérales, puisque ça va être des cailloux, des granulats, du sable. Du sable? Bien sûr, du sable, du ciment et après de l'eau. Et maintenant des pales d'éoliennes qu'on recycle. Voilà. Alors, la question de l'économie circulaire qu'on va aborder effectivement aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut maintenant rajouter peut-être dans ces produits, réutiliser. Je citerai un exemple tout à l'heure où on commence à utiliser des produits autres que des produits classiques. Oui. Avec la difficulté ou le travail qui est en cours, c'est qu'on est avec un univers, on a la chance de construire des ouvrages qui durent parfois des dizaines, voire des centaines d'années, et donc il ne faut pas faire tout et n'importe quoi dans n'importe quel sens. C'est clair. Pour autant, on a au sein, y compris d'Alcarn, mais plus globalement des acteurs de la filière béton, pu démontrer au cours des dernières années que c'est possible d'aller effectivement construire avec des produits qui sont issus du réemploi ou du recyclage. Et c'est tout à fait compatible avec également une partie, on va dire, économique qui reste aussi, de toute façon, et qui restera un enjeu de l'aménagement et de la capacité de tous les acteurs à acheter leurs biens, acheter leur logement et à y vivre. Christophe Possémé, l'Union de la maçonnerie du Gros Œuvre, c'est vous le client finalement. Si je peux,
si je peux m'exprimer ainsi. Je connais votre ADN à la FFB et quand on parle de local, d'ancrage local, d'industrie locale, je pense que voilà, vous devez être, vous buvez du petit lait là. Hein. Alors, on le répétera jamais assez. Vous avez un artisan dans chaque village. On est la cheville ouvrière dans le bâtiment de la liaison entre le particulier et le monde de l'entrepreneuriat. Alors, en tant que maçon, en tant que président de l'UMGO, bien sûr, on est toujours attentif aux matériaux, à la provenance des matériaux. On sait que dans la filière minérale, la plupart de nos matériaux viennent maximum à 100 km autour de notre construction. Hein, qu'on construise une maison, un immeuble, une piscine, un immeuble de bureau. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de la REP, hein, de la responsabilité élargie des producteurs, donc ce qui va arriver l'année prochaine par rapport à l'économie circulaire et justement à la gestion des déchets, c'est que la filière gros œuvre traite aujourd'hui 76% de ces déchets. Ça veut dire qu'on a déjà 76% des déchets qui sont prélevés sur nos chantiers, qui sont emmenés sur des plateformes de tri et donc, qui sont recyclés et qui sont surtout recyclés derrière, soit pour faire du remplissage de fonds de fouille en travaux publics, mais également en fonds de forme pour de l'agrafement aujourd'hui également sur des plateformes logistiques, mais également pour faire du béton, puisqu'on est capable aujourd'hui par des formulations de béton d'amener jusqu'à 30% de matériaux recyclés, avec une traçabilité bien sûr, puisque dès qu'on parle de béton armé, il faut une assurabilité, donc ça veut dire qu'il faut avoir une traçabilité bien sûr de la provenance pour pouvoir assurer derrière l'ouvrage en termes de résistance de béton. Et ça montre bien que nous sommes vertueux depuis des années et que naturellement nous allons suivre la démarche que l'État nous a demandé de faire, hein, donc avec justement l'augmentation de la valorisation des déchets, mais nous sommes déjà très en avance par rapport à d'autres filières aujourd'hui sur le territoire national. C'est intéressant ce que vous dites parce que encore une fois, ça casse un peu les clichés. Vous vous rendez compte que vous réemployez plus des 2/3 Alors, je voulais vous poser une question complémentaire pour que je comprenne bien, que nos auditeurs comprennent bien. Quand vous réemployez, on va dire, tous ces... Je ne vais pas dire déchets, non, c'est pas le terme qui convient. C'est des gravats de démolition. Voilà, on va dire des gravats de démolition. Je dirais des matériaux de seconde vie, moi. Voilà. C'est bon, ça. Des matériaux de seconde vie. Vous êtes directeur marketing. Hein. Non, mais je dirais ça. Matériaux de... Non, c'est bon. Je veux dire, c'est très très bon. Vous dites que vous les transportez. Est-ce qu'il y a un impact dans le transport du fait que vous transportez? Non, mais alors, vous transportez loin ou pas? Je vais avoir deux visions dans l'économie circulaire des matériaux de seconde vie. Oui. Il y a les matériaux qu'on est capable de démonter et de réutiliser. Ça, c'est une première chose. In situ. In situ, mais c'est-à-dire qu'on est capable de les réutiliser sur un autre chantier, à 10 km, à 50 km. Je vais prendre par exemple des carreaux ciment au sol. C'est facilement démontable. On peut les reposer sur un chantier. Ça, c'est une première chose. Donc aujourd'hui, il y a d'innombrables matériaux à base minérale qui peuvent avoir 50 ans, 100 ans, 200 ans. Réemployables. Vous prenez de la pierre, vous prenez de la brique. C'est des produits qui ça se démonte, hein. ont été maçonnés il y a 2 siècles, 3 siècles, 5 siècles, qu'on peut réutiliser et remettre sur des ouvrages. Il y a juste à les démonter proprement et les remettre sur un ouvrage futur. Et ensuite, il y a les matériaux qu'on dépose, qu'on va souvent concasser, avec des centres mobiles ou fixes sur des plateformes. Et ces matériaux-là, on va les réutiliser sous différentes formulations pour faire soit, ça peut être pour faire du mobilier, ça peut être pour faire des parpaings, ça peut être pour faire du béton, ça peut être fait pour d'innombrables nouveaux produits où on met du recyclable, enfin du matériau de recyclage et du matériau nouveau, entre guillemets, et en faisant ce mélange-là, on donne une nouvelle vie, une seconde chance, et pour moi on peut faire ça el vitam aeternam, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, on pourra à nouveau le concasser dans 100 ans, et ce qu'on aura concassé dans 100 ans, on pourra à nouveau le concasser dans 200 ans, parce qu'on est sur un matériau inerte. En fait, oui, non mais c'est important ce que vous dites, parce qu'un matériau inerte, c'est qu'en fait on a un cycle de vie ininterrompu, dans une certaine mesure. Et il ne perd pas ses caractéristiques de résistance. Alors, Fouad, vous êtes le PDG donc, de LGPS Service, c'est vous qui l'avez créé d'ailleurs, vous êtes le fondateur. Alors, vous avez été donc collaborateur, vous l'avez dit tout à l'heure, de la compagnie de Strasbourg, qui est un des plus gros
promoteur, mais en plus un promoteur singulier. Qui ne connaît pas Philippe Journoud n'a pas vu un centre commercial. Mais bon, c'est intéressant. J'étais pas très loin. J'étais à Chambray-les-Tours il y a pas très longtemps. C'est la petite Madeleine là-bas. Hein, la petite Madeleine. Voilà. Alors, comment ces questions de transition écologique est appréhendée sur le terrain de votre quotidien? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais de façon concrète. Alors, au niveau opérateur, vous qui maîtrisez le sujet, hein, notamment sur des surfaces quand même très importantes dans les centres commerciaux, c'est des surfaces avec une empreinte du bâti qui est très très forte justement. Comment vous le gérez techniquement pour qu'on comprenne bien le sujet? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux phases. Il y a la phase travaux, chantier pour la réalisation de ces centres-là, et puis il y a la phase exploitation. C'est deux domaines assez distincts en termes de gestion. Donc sur la phase chantier, voilà, c'est beaucoup de travaux, de démolition. Donc, on se retrouve avec beaucoup de gestion de déchets au niveau de gravats, de palettes, de bois, de ferraillage. Donc on trie en fait tous ces éléments-là. Et sur la phase d'exploitation, donc c'est différent. Là, il faut sensibiliser les commerçants, en tout cas les preneurs de Est-ce qu'ils sont réceptifs? Voilà. Non mais objectivement. Hein. Ou est-ce que leur seul sujet, c'est de savoir quel est le taux d'effort du bail? Non mais on les connaît aussi, mais il y a plusieurs maillons. Est-ce qu'il y a une sensibilité? Alors, il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Enfin, il y a ou alors les enseignes, oui, les enseignes, oui. Voilà, il y a les enseignes. Bon, il y a le petit vendeur et puis il y a le manager et puis après il y a l'enseigne. Donc, mais oui, c'est les enseignes. Nous, voilà, on a élaboré un procédé qui marche plutôt bien. Pour sensibiliser justement le client, c'est de digitaliser en fait toutes nos interventions. Donc on a élaboré un produit qui s'appelle Projet Deal by Smart Service. Smart Service a créé l'outil et on numérise en fait toutes nos interventions. Donc ça permet à la fin de l'année de sensibiliser le client en lui montrant voilà ce que vous avez dégagé comme déchets, est-ce qu'il n'y a pas des axes d'amélioration, est-ce qu'il n'y a pas. Donc on le sensibilise. Et il n'y a que vous digitalisez toutes nos interventions. Donc ça veut dire qu'en plus vous conservez une mémoire digitale. Voilà, tout à fait. Mais en fait c'est du BIM dans la gestion de l'actif. Voilà. Pas aussi développé, non mais on a compris que ça fonctionne que comme ça, de laisser une traçabilité en fait sur nos interventions. Il n'y a que comme ça que le client se sensibilise et se rend compte. Donc ça veut dire que la recherche à l'instant T de cette mémoire de données, elle est instantanée. Elle est instantanée. Donc nous c'est photo avant, pendant, après, un petit commentaire, on numérise ça et à la fin de l'année on ressort un reporting, on est même capable de faire un audit après derrière ça. Stéphane, quand on voit justement tous ces éléments-là, ce que vient de nous expliquer Fouad Afras avec LGPS, c'est quelque chose que vous rencontrez parmi vos clients. Est-ce que c'est cette prise en compte dans laquelle moi je trouve qu'il y a beaucoup d'émulation, enfin je veux dire beaucoup d'innovation. En fait on a même presque l'impression, loi ou pas loi, ils étaient déjà engagés dans le processus, quoi. L'économie de la ressource, c'est une préoccupation quand même de tous les industriels et de toutes les filières. Donc, bon, nous, quand on regarde, on a travaillé avec un objectif qu'on a aujourd'hui en tête, clairement. C'est la capacité de recycler 100% des bétons de fin de vie. Donc, et de pouvoir les intégrer pour construire et pour fabriquer de nouveaux ensembles, des nouvelles billes. Ça, c'est pas possible. On a développé, là, en partenariat avec un opérateur qui s'appelle FIV-FCB, une installation de démonstration, donc un démonstrateur qui est en place et qui a pour objectif multiple. Donc clairement, dans un premier lieu, c'est d'être capable de séparer de manière qualitative les constituants d'un béton de fin de vie. Parce que quand on concasse un béton de fin de vie, on se rend compte qu'il est composé de constituants de nature différente, de granulométrie différente. Donc ça, c'est le premier point. Donc, ça permet, dans un premier temps, de dissocier ce qu'on appellera le squelette granulaire d'éléments fins, par exemple. Donc, premier constat. Il faut le faire en préservant sa capacité de recyclabilité. Donc là, il faut enlever les armatures métalliques, il faut enlever tous les matériaux qui ne pourront pas s'intégrer dans un mètre cube de béton, puisque faire un mètre cube de béton, c'est quand même un vrai savoir-faire. Et après, dans un deuxième lieu, clairement, on va utiliser tous ces éléments dans un processus d'accélération de carbonatation, en particulier des fines, pour pouvoir les réintroduire dans un process cimentier, qui est le nôtre, en substitution de constituants secondaires qu'on peut utiliser aujourd'hui. Par exemple, ça peut être du calcaire, ça pourrait être des laitiers. Ça pourrait être, donc on est dans l'économie de la ressource. Donc en fait, voilà, c'est ça que je voulais. Non, mais c'est ça. On n'épuise pas la ressource. On n'épuise pas la ressource. Okay. Et en même temps, on pourrait même l'utiliser en substitution du produit qui est issu de cuisson, donc qui est un clinker. Et le clinker qui, lui, aujourd'hui, pour lequel on travaille sur l'autre volet, qui est le volet du process cimentier, cette fois-ci, qui vise à réduire l'émission de CO2 d'une tonne de clinker produite dans nos installations,
et pour lequel on est en train de transformer notre itinéraire industriel en France, avec les 400 millions d'euros d'investissement, des nouvelles usines de nouvelle génération. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait arriver à produire 1 mètre cube de béton à un moment donné avec 100% de matériaux recyclés, sans épuiser la ressource? Alors, aujourd'hui déjà... C'est pas irréaliste, ce que je dis. Alors, je ne sais pas si c'est réaliste. Une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, la ville, elle se construit, elle se déconstruit. Il y a la modularité, il y a la nouvelle fonctionnalité des bâtiments. Déjà, la première chose à faire, je pense, c'est déjà de consommer l'intégralité des bétons issus de la transformation de la ville. C'est déjà ça, le premier niveau. Déjà, faisons ça. Je pense que c'est un challenge déjà qui est un challenge significatif. Donc, et reconstruisons la ville avec ces éléments de déconstruction et intégrons dans la fabrication des nouveaux ciments les fines carbonées pour accélérer et réduire d'autant plus notre empreinte carbone. Alors, on va y revenir là-dessus parce que je voudrais qu'on développe. Encore une fois, vous êtes d'accord, Christophe Possémé, que pour ça, il faut qu'on ait des clients qui achètent, qui nous mandatent. Non mais, in fine, on est d'accord, on a des utilisateurs. Vous gérez des enveloppes importantes, vous faites ce qu'on appelle de l'asset ou du property. Donc, inutile de dire que vous êtes à la clé de tout ça. Même si on sait bien qu'effectivement, alors je prends le cas des grandes enseignes, elles ont une philosophie RSE, elles ont une philosophie... Mais à l'échelle du quartier ou à l'échelle du commerçant, on est d'accord, on les a connus, on a connu les mêmes, on n'est pas sur la même truc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sensibles, c'est pas ce que je dis. Mais on prend la typologie pour garantir finalement cette chaîne de fabrication qui est multiple et qui est complexe. Il ne s'agit pas de réduire quelque chose de simple qui est complexe par nature. Ça serait presque une imposture libérale de le dire finalement. C'est qu'on va assumer, on dit c'est complexe. N'est pas maçon qui veut, ne fait pas du gros œuvre qui veut, on est d'accord Christophe. Donc ça c'est un sujet. Les labels, je voulais vous poser cette question à vous Fouad. La typologie des labels dans les centres commerciaux bénéficie, c'est un sujet? Bien sûr. D'accord. Est-ce que ça vaut également pour la rénovation? Alors, on y rentre petit à petit dans la rénovation. C'est-à-dire que c'est pas le cas encore aujourd'hui? Alors, pas totalement, je pense, mais... Pourquoi? Déjà, ça passe par l'élaboration du chantier en lui-même pour la construction neuve. Une fois qu'on a, on a réussi à avoir la labellisation HQE, en tout cas pour les centres commerciaux, notamment en neuf, forcément, on est obligé de suivre un petit peu le protocole d'environnement, en tout cas pour ces centres commerciaux-là, dans la rénovation. La rénovation, aujourd'hui, elle passe uniquement par peut-être redivisionner des cellules, voilà, essentiellement en termes de rénovation. Je parle pour les centres commerciaux. Bien sûr, bien sûr. Après, en termes de construction neuve, voilà, ça a été un des premiers centres commerciaux de la compagnie Strasbourg qui a obtenu en fait ce label HQE. Donc avec la récupération de pluie, avec les espaces verts magnifiques, qui sont arrosés par justement... Alors, je ne veux pas faire de la pub gratuitement pour la compagnie Strasbourg, je dis gratuitement, mais c'est remarquable. C'est vrai. Alors, je suis allé à Villefontaine. C'est magnifique. Je suis allé à Villefontaine, qui est le premier, comment on appelle ça, des centres commerciaux à ciel ouvert, des retail. Des retail parks, des outlets. Des outlets, ouais. Des villages de marque incroyables. Il a reçu le prix mondial de l'outlet. Mais c'est vrai que entre la récupération, l'économie circulaire, le verre, l'espace et le design auquel Philippe Journeau est très attaché, franchement, c'est absolument remarquable. Au-delà du magnifique, au-delà de ça, il y a des vrais sujets d'environnement. Tout est équipé en LED, il y a des toitures végétalisées un peu partout, il y a des panneaux solaires, il y a des récupérations d'eau de pluie. Donc ils sont très sensibilisés sur ce sujet-là. Alors, on va y revenir. Christophe Lagrange, justement, vous qui bossez chez Alcaire, c'est clair. Alors vous avez aussi le même ADN qu'Helderberg Cement et les ciments Calcia, c'est l'innovation. Parce que vous savez que l'innovation en fait garantit à la fois votre pérennité et la prospérité de l'entreprise. Mais il n'y a rien qui s'oppose finalement à cette réalité. Je veux dire, vaut mieux qu'une entreprise gagne de l'argent, je peux vous dire que c'est bon signe, parce que sinon c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut aussi avoir la possibilité d'investir. Quand justement on parle de recyclage, clairement, on parle d'économie circulaire, donc de recyclage, Christophe Possémé a donné un cadre très précis justement sur comment ça fonctionne. Ça a un coût, on est d'accord là-dessus? Ça peut avoir un coût, ça va être... Qui supporte le coût? Est-ce que les clients sont réceptifs à parfois peut-être des augmentations de coûts, etc. Parce qu'in fine, encore une fois, on est sur un marché d'offres et de demandes. Je pense qu'on est en train d'évoluer. Là, je pense que la même question il y a 5 ans en arrière n'aurait pas eu la même réponse qu'aujourd'hui.
Je ne pense pas que c'était un sujet vraiment qui faisait partie de l'échiquier des contraintes ou des paramètres de décision. Mais on voit, et notamment on est présent ici au Salon des maires, je pense que les territoires qui comprennent en fait les enjeux qui sont les enjeux à la fois parfois de ressources, de disponibilité de la ressource, qui peuvent entraîner des notions de nuisance, parce que si on va chercher la ressource loin, on va entraîner des travaux qui peuvent être plus lointains, qui peuvent être beaucoup plus de camions éventuellement. Le fait d'aller chercher la ressource à proximité, c'est un sujet dans lequel je pense que les maires ont toute leur importance, sachant que je vais rajouter un deuxième paramètre. Très souvent, quand on veut partir dans des notions de recyclage ou de réemploi, à partir du moment où on va réemployer ou recycler, on va mettre en relation au moins 2 acteurs. Il faut qu'il y ait un acteur qui avait la ressource, qui la donne à un acteur qui va la réutiliser, voire parfois des tripartites quand il y a un industriel comme nous qui venons transformer la matière première. Ces mises en relation, elles peuvent s'opérer parfois par de la connaissance, mais on a déjà rencontré par le passé pas mal de cas de figure où c'est les communautés, où c'est les relations d'entreprise qui vont permettre parfois avec soit les artisans, soit les industriels directement de construire et de trouver la ressource. On a beaucoup évoqué tout à l'heure le fait que le béton c'est un produit durable, c'est un produit dans lequel la ressource doit être qualifiée, j'ai envie de dire, c'est inerte, capacité à durer longtemps. Ça veut dire qu'on est obligé de choisir nos matériaux, nos matières premières et pas de prendre n'importe quoi. Pour autant, on peut faire plein de choses avec du béton de nos jours et demain. Alors c'est intéressant parce que justement, ça s'adresse directement du coup à Christophe Possémé. La valorisation des déchets, Christophe, de chantier, est-ce qu'elle permet, allez, on va y aller au bout, le zéro gaspillage ou pas? Ou c'est vraiment encore une fois un peu pieux? Alors si on parle de la filière minérale, elle permet d'aller au zéro gaspillage. Parce que pour moi, tout ce qu'on maçonne, les chutes que l'on a sur le chantier, le mortier potentiel, est revalorisable déjà au moment de la construction. Et ensuite, ce qu'on a mis en œuvre, quand il y aura la démolition de l'ouvrage plusieurs décennies plus tard, sera également recyclé à 100%. Moi, je voudrais juste ramener à un moment, on parle beaucoup de recyclage. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recyclage par rapport à l'utilisation qu'on pourrait en faire. Donc, il faut qu'on aille plus loin. On est déjà en concurrence entre la partie travaux publics et la partie bâtiments, puisque les travaux publics utilisent beaucoup de matériaux de recyclage, beaucoup en fond de forme, et du coup, nous, on n'arrive pas à avoir assez de matières qualitatives aujourd'hui pour les utiliser dans des bétons avec des ajouts de granulats recyclés. Donc ça, c'est une première chose. Quand on entend dire qu'on ne recycle pas, ce n'est pas vrai. On recycle 100% de ce qu'on trouve, et on est déjà en pénurie, entre guillemets, de matériaux recyclés dans la filière minérale aujourd'hui sur le territoire français. Oui, parce que ça ne suffit pas. Mais vous avez raison. On ne résout pas l'équation de besoin en matière uniquement par le recyclage et les déchets, bien sûr. Moi, je voudrais parler d'une deuxième chose. On n'a pas parlé cet après-midi autour de cette table. C'est les réglementations. La réglementation environnementale 2020, la RE 2020, qui sera active à partir du 1er janvier 2022, donc avec des seuils aujourd'hui qui sont atteignables. Il y a eu beaucoup de discussions avec l'État et l'ensemble des filières l'année dernière. Aujourd'hui, l'économie circulaire n'est pas prise en compte, c'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre un matériau non recyclé dans une construction qu'un matériau recyclé qu'on réutilise, puisque certains matériaux aujourd'hui ont, par la méthode dynamique, du carbone négatif. Alors que nous, quand vous pouvez traduire pour moi, méthode dynamique du carbone négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la méthode de calcul au niveau de l'ACV dynamique, on donne à des matériaux, aux agromatériaux, en fait, par rapport au stockage carbone qu'ils ont à l'instant, au moment où on met en œuvre le matériau, récupère un bonus de carbone, ce qui fait un carbone négatif pour ces typologies de matériaux. Je comprends. Pendant que les matériaux inertes qui ne stockent pas de carbone à l'instant où on les met en œuvre, même si on peut dire pendant leur cycle de vie, par exemple, un béton stocke un peu de carbone par la carbonatation en surface, mais ça reste quelques kilos seulement, on a seulement à la fin du cycle de vie le gain en fait avec le recyclage. Donc aujourd'hui, au calcul carbone pur de la construction, on n'a pas intérêt à mettre des matériaux recyclés à base minérale pour pouvoir gagner et remporter, je dirais, l'appel d'offres quand il y a un appel d'offres d'1 mètre d'ouvrage qui nous demande un seuil de 500 kg par exemple mètre carré plancher dans une construction, et ben on a tendance à plus aller chercher des agromatériaux
dans la construction plutôt que de travailler sur une économie circulaire et d'aller récupérer les matériaux de déconstruction d'un site pour pouvoir les réutiliser sur un autre site. Donc il faut en être conscient aujourd'hui, c'est qu'on peut être vertueux sur l'économie circulaire, mais la RE 2020 pour moi va à contresens de l'économie circulaire et à partir du 1er janvier 2022, va plutôt pénaliser cette économie circulaire. Donc là, il y a, je pense, un vrai travail avec les pouvoirs publics pour redonner peut-être du carbone négatif, c'est-à-dire donner un boni dans le futur quand on réutilise des matériaux qui sont en place sur des déconstructions. Alors, merci. J'ai vraiment compris tout ce que vous m'avez dit, parce que ça reste quand même un domaine très technique, et ça appelle une réaction, Stéphane Delomeau, justement. Quand on voit les contraintes, la RE 2020, c'est un vrai sujet, on est d'accord là-dessus. Un vrai sujet qui transforme radicalement les pratiques et qui va impacter considérablement les mises en œuvre et donc forcément le gros œuvre. À la lumière de ce que vient de dire Christophe Possévé, comment vous réagissez là-dessus? Alors, la RE 2020, ça fait l'objet de table ronde précédentes qu'on a déjà parlé. Bon, la RE 2020, ça a soulevé tout un débat, effectivement. Après, quand on regarde et qu'on objective un peu la situation, bon, il faut quand même un peu mettre un peu de relief. Aujourd'hui, la filière béton a pleine capacité à répondre à toutes les exigences de la RE 2020 sur des échéances qui sont quand même des échéances de quelques années devant nous. Donc, alors après, il ne faut pas se satisfaire de ça, parce que je pense que l'enjeu, il n'est pas là. C'est pas que la RE 2020. Non, on est d'accord. C'est que fait-on au quotidien pour réduire, pour moins consommer, moins d'énergie, ainsi de suite. Mais en même temps, la RE 2020 qui a remplacé ce qu'on appelait la RT 2012. On a mis un E à la place du T, donc environnement par thermique. Donne un cadre quand même auquel on ne peut pas soustraire, on est d'accord là-dessus. Non, elle donne un cadre. Après, elle donne un cadre et elle finit par nous animer et nous motiver peut-être auprès de l'urgence. Bon, donc je pense que c'est ça. Bon. Après, quand on regarde là, sur le projet dont je parle, là, pour comment faire des bétons neutres en carbone, très honnêtement, le projet démonstrateur qu'on a développé en partenariat, qui s'appelle Circo de Béton. Circo de Béton, c'est pas un projet qu'on a développé il y a 3 mois. Donc c'est pas la RE 2020 qui nous a amené. Oui, c'est bien avant. Je crois même que la RT 2012 n'était pas encore sortie. Non, mais c'est des réflexions qui sont bien plus poussées que ça. Bien sûr. Après, la difficulté où je suis d'accord avec Christophe, c'est que on va savoir, avec ces projets, avec ces démonstrateurs possibles, en fait, utiliser les granulats recyclés et remettre les fils. Après, c'est pas ça. Le sujet, c'est les normes. C'est la restriction possiblement normative. Mais après, c'est à nous de démontrer clairement le fait qu'on va faire des ciments de très bonne qualité avec les fines issues de ce démonstrateur. On va faire des bétons de très bonne qualité parce que les granulats issus de la déconstruction via cette nouvelle application seront de bons résultats. Et c'est cet exercice qu'il faut faire parce qu'en fait, on est tous un peu acteurs du changement normatif, quoi qu'on dise. Est-ce que ce réemploi, si je peux me permettre, conserve les mêmes propriétés? Oui. Donc il n'y a pas de dégradation de la valeur en fait. Il n'y aura pas de dégradation de la valeur. Il n'y aura pas de dégradation de la valeur et en même temps c'est vraiment une contribution manifeste de notre capacité collective à réduire les émissions de CO2 de la filière. C'est imparable. Alors expliquez-moi Stéphane, pourquoi on a cette image encore réductrice? Mais ça vous le savez Christophe Possévé, mais cette image qu'on a du béton. Je suis sûr que vous l'entendez ça, parmi les usagers, etc. Il peut y avoir de très belles images. Il y a de très beaux bâtiments qui se font au quotidien en France en béton armé. Il faut arrêter l'image des bâtiments reconstruction des années 50. Vous savez, quand on avec dit les bâtiments bétonisation, vous savez le terme péjoratif, on bétonne. D'ailleurs, je vais vous dire, vous avez vu quand ZAN est sorti, quand la première circulaire ZAN est sortie, zéro artificialisation nette, est-ce que vous avez vu le langage, vous avez écouté le langage des politiques au départ? Oui. Haro sur la bétonisation, haro sur les ciments, etc. On a même vu parce que je voudrais qu'on revienne là-dessus et que vous nous éclairiez. Pour faire du ciment, il faut avoir une cimenterie à proximité. Vous le saviez ça. On ne peut pas faire transporter du ciment qui vient d'Afrique, d'Asie, etc. Il faut la produire à proximité. On est d'accord là-dessus? Oui. J'ai appris là-dedans, non mais c'est important. Et on a même des maires aujourd'hui qui aimeraient bien, je caricature un peu, je dis ça, qui aimerait bien vous virer de certaines cimenteries, qui vous disent bon, ça serait bien que votre cimenterie vous la mettiez un petit peu ailleurs, parce qu'encore une fois, dans l'esprit finalement du public, on a encore cette image. Il y a une phrase à donner quand même. On en est encore là quand même. Pour l'ensemble des maires et de l'ensemble des particuliers, c'est que toute maison a des fondations.
Et aujourd'hui, quand on veut faire un sous-sol, donc quand on veut faire des fondations pour sa maison, à part le béton, les puits en bois, il faut que ce soit marécageux, sinon ça sèche. Et oui, donc la pierre, il n'y a plus de chaînage, donc c'est-à-dire que vous acceptez que votre maison ait des fissures, donc il reste le béton. Donc le béton. Non, mais quand vous entendez tout le monde dire maintenant qu'il faut faire le charture bois, c'est topissime, le bois comme c'était. C'est vrai, j'entends le bois comme si c'était la martingale, tu sais, la nouvelle martingale, le Shangri-La, tu sais, il faut laisser de la place à chaque matériau. Je pense qu'on. Mais oui, c'est ça qu'il faut dire. La France et le monde, c'est toujours fait par la mixité des matériaux. Donc, sachons utiliser le métal, le bois et les matériaux minéraux au bon endroit pour les bons usages. On a parlé de la RE2020, mais il y a 5 critères dans la RE2020. Il y a le confort d'été aussi qu'il faut regarder. Et le confort d'été se travaille avec certains matériaux et d'autres sont pas de bonne qualité pour avoir le confort d'été. Donc, à un moment, quand on a des ouvrages d'art, nos hommes politiques, les ouvrages d'art qu'on a en France, ils sont faits avec quel matériau? C'est soit du béton, soit du métal. Parce que techniquement, dès qu'on commence à avoir des grandes portées, on n'a pas d'autre choix. Donc, à un moment, on a un vrai savoir-faire dans le bâtiment en France, continuons à avancer main dans la main au niveau de l'ensemble des filières, et on y arrivera. Quand Barbara Pompili a sorti avec Emmanuel Vargon une phrase au mois de novembre de 2020 en disant que 100% des bâtiments collectifs seraient construits en bois à l'horizon de 2022, c'était une erreur politique. Ça a été revu depuis, et on sait qu'au calcul, même à l'horizon 2031, maintenant avec les nouveaux moteurs de calcul, avec la force aussi des centres de recherche et développement de l'ensemble des filières, et dont la filière minérale, moi je reste persuadé qu'on continuera à travailler en construisant avec les matériaux minéraux, avec des matériaux de qualité qui seront de meilleure qualité. Donc après, c'est faisons attention aux matériaux que nous allons sortir au niveau de nos industriels pour qu'ils soient utilisables sur nos chantiers par des maçons facilement. Donc je dis juste attention, ne sortons pas des produits trop techniques à utiliser et à mettre en œuvre pour que derrière on ait des malfaçons et de la sinistralité au niveau de nos chantiers. Je rappelle juste qu'en France, nous devons nous décennales, ce qui est vraiment atypique à la France, hein, et 10 ans c'est long. Donc mettons les garde-fous au niveau de tout ce qui est essai, bien sûr en laboratoire, mais aussi essai en grandeur réelle sur les chantiers, pour qu'on puisse bien construire et durablement demain. Réaction, Stéphane Delemont. Moi, quand je regarde notre groupe, tous les métiers, toutes nos actions environnementales, elles sont portées par une marque qui s'appelle Visionnaire. Donc Visionnaire, c'est vraiment donner du sens. Hein. Donc c'est regarder bien plus loin qu'aujourd'hui. C'est clair. Bon, quand on regarde aujourd'hui le projet qui est Circo de béton, moi, si je disais les résultats qu'on attend de ça. Donc, déjà, c'est la démonstration de la capacité de notre métier, de notre filière à faire de l'innovation, tant cimentière que dans le béton. Donc ça, c'est le premier constat. Et je pense qu'on a tout pour le faire. Donc, ça. Après, il y a un rôle économique et social très très important. La cimenterie, elle est dans un rayon de 200 km d'action. Une centrale à béton, c'est dans un rayon de 20 km d'action. Donc, c'est ancré dans son territoire, c'est pas délocalisable, et ça va donner une capacité énorme. Les élus, quand je parlais des élus, certains élus qui sont un peu frileux, etc., est-ce qu'on arrive à faire un peu de pédagogie avec eux? Oui, alors on arrive à faire un peu de pédagogie. Bon, je pense qu'il faut expliquer. On a aussi été beaucoup à se cacher parfois sur notre métier. Oui. Donc, faut pas oublier non plus que vous créez aussi de l'emploi local, hein, juste en passant, mais bon. Non, mais Sylvain, on crée de l'emploi local, mais je pense. Et puis vous aussi... payez une taxe. Oui. Non, mais attendez, voilà. Mais il y a une dimension qui est importante quand on met une nouvelle cimenterie de nouvelle génération. On arrête de consommer des combustibles fossiles et on va consommer plutôt des déchets de notre quotidien, des pneus, des huiles, des peintures, des solvants, des farines animales, tout un tas de produits qui peuvent avoir une seconde vie aussi, hein, d'ailleurs, parce qu'ils sont utilisés comme des combustibles alternatifs. Oui. Et pour ça, il faut transformer notre process cimentier. Et c'est la réduction de l'énergie fossile. Donc on réduit les émissions de CO2. Donc, on a un vrai rôle, donc il y a un vrai rôle dans l'économie territoriale. Donc, y a pas de souci. Moi, je profite que vous ayez la main justement là-dessus, parce que je voudrais qu'on vous parle du dispositif REP. Alors, j'adore la France. Ils adorent les acronymes, ça veut dire REP, ANGC, UMGO. Non, mais j'aime bien parce que ça qualifie. Alors REP, vous connaissez les dispositifs REP Stéphane, oui, bien sûr. Alors, dispositif REP implique que les acteurs économiques, fabricants, distributeurs, importateurs sont responsables de l'ensemble du cycle de vie des produits qu'ils mettent sur leur marché, de leur éco-conception jusqu'à la fin de vie. Une REP va se mettre en place en 2022 pour les déchets du bâtiment. Comment celle-ci va se mettre en place? Décryptage. Qui commence? Christophe?
Oui, je peux en parler puisque je suis dans les discussions depuis 6 mois en préfiguration avec l'ensemble de la filière minérale, puisqu'il y a un éco-organisme qui va être créé spécifiquement pour la filière minérale. Alors, il y a de grandes chances que ce soit décalé, plutôt au 1er janvier 2023. On attend aujourd'hui la validation de... C'est quoi, c'est une victoire de l'État du lobby que vous avez exercé ou pas? Non, je ne parle pas de victoire, c'est juste que une prise en compte de une vos prise demandes. en compte et une compréhension de l'État, que ça fait 6 mois, bientôt 1 an, qu'on est en pourparlers, qu'on avance au fur et à mesure et qu'on décortique les textes. Et donc, on est à l'aboutissement de la validation avec l'État et les éco-organismes. Quand le REP a été pensé au début, vous avez été concerté dès le début? Non. Comment ça? Non. Vous voulez dire que le dispositif REP vous a été présenté in fine et on vous a demandé vos commentaires? Tout à fait. Nous sommes sortis de la RE 2020, de la préfiguration de la RE 2020, et nous avons enclenché sur la réglementation élargie, la responsabilité élargie des producteurs, où du jour au lendemain, donc c'était en début d'année 2021, on nous a dit au 1er janvier, vous devrez payer une éco-contribution sur l'ensemble des matériaux neufs, je parle bien des matériaux neufs que nous achèterons. Donc on est le client bien sûr de l'industriel, mais nous avons aussi nous des clients. Le client final, c'est lui qui paiera quand même au bout du compte. Ah, c'est clair. Donc, avec en contrepartie la gratuité, avec un cahier des charges bien sûr de tri, la gratuité sur les plateformes en France. C'est vertueux quand même. Il y a une chose qui est vertueuse, c'est que l'objectif, c'est de forcer les filières qui ne sont pas bonnes en termes de valorisation à augmenter la capacité à revaloriser leurs matières premières dans le bâtiment. Mais c'est également fait pour toutes les déchetteries sauvages. Donc l'objectif, c'est aussi de payer toutes ces déchetteries sauvages aujourd'hui pour aller prendre les déchets et les mettre en plateforme de tri et essayer par la gratuité de faire en sorte que les salopards qui mettent dans une forêt, dans des trous, dans les champs, leurs déchets puissent aller les mettre gratuitement sur des plateformes dans l'avenir. Et c'est le maillage territorial, parce qu'on a une vraie problématique en France, c'est qu'il y a des départements où il y a un grand nombre de plateformes pour aller mettre les déchets à la fois inertes, mais aussi des déchets de classe 2 ou classe 1. Et vous avez aujourd'hui des départements en France où il n'y a plus de centre de tri d'apport. Et donc les entreprises se retrouvent complètement démunies et sont obligées d'envoyer leurs camions, leurs SMI à 100, 150, 200 km pour aller mettre leurs déchets. Donc la REP va permettre d'obliger à avoir un maillage territorial d'environ 20 à 30 km sur l'ensemble des apports. Donc très bonne idée dans la pensée conceptuelle. Moi je trouve ça très très bien. Ça, on peut que aller dans le sens justement de la revalorisation de l'ensemble de nos déchets et qu'on soit une concurrence loyale aussi en tant qu'entreprise. Bien sûr. J'ai vu un reportage justement là-dessus, vous savez, sur les pays d'Europe, et on a vu les déversements de déchets dans certains pays. C'est un scandale absolu, quoi. Il y avait un reportage notamment sur, par exemple, l'Albanie, il y avait un reportage sur l'Est de l'Allemagne, incroyable, l'Est de l'Allemagne, sur les cas de déversement. Et comme on est au Salon des maires... Et ça pénalise les entreprises comme les vôtres qui respectent le cadre là-dessus, justement. Comme on est au Salon des maires, il faut savoir que les plateformes de tri, c'est les plateformes privées, mais c'est aussi les plateformes publiques. Donc on peut que faire un appel pour que l'ensemble des communes, des communautés de communes, ouvrent leur centre de tri et soient demain certifiés par les éco-organismes pour qu'on puisse apporter, nous en tant que professionnels, ce qu'on n'a pas le droit de faire aujourd'hui, nos déchets classe 2 et classe 3. Moi je pense que c'est exactement le dispositif. Réaction sur le dispositif Stéphane Delomo. Moi je pense qu'en fait le dispositif il est en place. Après je rejoins ce que dit Christophe, c'est quel comportement sociétal on souhaite avoir et c'est quelle planète on souhaite léguer aux enfants et aux générations futures. Voilà. C'est juste de la responsabilité de tous les jours. Donc moi je trie mes déchets à la maison. Oui, mais non mais des entreprises qui jouent le jeu. Et vous représentez aujourd'hui des entreprises qui jouent le jeu. Et je pense que parce que vous avez utilisé un terme, vous avez dit les salauds qui déversent les trucs. Vous avez utilisé un terme, les salopards qui déversent. Non mais faut le dire. Vous savez, c'est un peu comme les marchands de sommeil. Vous savez, quand de Normandie, le ministre du Logement est arrivé aux affaires, il a donné une requalification pénale pour les marchands de sommeil, comme un dealer de drogue, vous savez. Ceux qui... donc, vous dites, ces personnes-là sont pénalement responsables. Et vous utilisez un mot très fort. Effectivement, on comprend mieux ces éléments dispositifs. Réaction sur le dispositif REP, rapidement, Fouad Afras. Non, mais en tout cas, je suis d'accord. Dispositif dont on sait a priori qui sera mis en place
Voilà, on espère en 2023. Voilà. Pour que tous les éléments soient pris en compte. Mais effectivement, je reviens sur ce que Christophe a dit tout à l'heure. Enfin, nous, en tant qu'entreprise, on a vraiment vécu ces problématiques-là, enfin, de distance, de centre de tri, etc. Donc, on essaye de trouver à chaque fois la proximité, mais c'est pas évident. Donc, effectivement, lançons un appel aux collectivités pour qu'on puisse, nous, en tant qu'entreprise, pouvoir... Moi, je pense qu'on va les rencontrer, vous êtes d'accord? On va les rencontrer, David Linard, le maire de Cannes, mais dans le président de l'AMF, on va leur dire, voilà, ce serait bien que l'AMF s'engage, qu'on ait un texte, hein, vous êtes d'accord là-dessus? Un texte, nous nous engageons, effectivement, comme le fait dignement la FFB et l'Union de la maçonnerie du Gros Œuvre. Une bonne réaction, Christophe? En fait, pour répondre d'un point de vue d'un préfabricant, en fait, oui. Notre objectif à nous, c'est quelque part de faire des produits qui aient le moins de déchets possible. Mais bien sûr. Donc on conçoit dès le départ. Et ça facilite la vie des entreprises. Et en plus, on mesure, parce qu'on ouais. a beaucoup parlé depuis tout à l'heure finalement de performance environnementale au travers de différents sujets, mais une des forces par contre de la RE 2020, c'est ça va forcer les gens à mesurer. Et quand on mesure, on va pouvoir comparer des chiffres que certains n'ont pas forcément en tête. Vous parliez tout à l'heure du bois. Moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise où on fait des blocs en béton, des parpaings qui sont connus depuis très longtemps. Le parpaing rectifié, qui est une technologie qui a 10 ans, qui est issue de l'innovation, hein. C'est le produit de construction actuellement le plus bas carbone industrialisé. On est de l'ordre de moins de 10 kg du mètre carré. Vous comparez par rapport aux autres, le bois est entre 8 et 10. Donc, c'est pour dire qu'en fait, on a des performances en béton. Parce qu'en fait, on utilise le bon béton au bon endroit. C'est-à-dire qu'on va en fait optimiser nos recettes, optimiser nos produits, leur design, en fait, la façon dont ils se mettent en œuvre. Puisque la pose rectifiée, c'est une pose également, en fait, qui est également au même moment, qui apporte en fait en termes de mise en œuvre moins de pénibilité sur chantier, moins de ressources en eau. Donc on voit que l'innovation produit en béton, ça peut répondre à ces sujets-là. Et donc finalement la REP, pour nous, c'est un sujet en plus. Mais je pense qu'on est déjà bien armé au niveau du béton. On a évoqué plusieurs fois ici le fait que, depuis tout à l'heure, qu'on recycle tous nos produits. Donc effectivement, c'est un chemin normal et il faut y aller. Merci beaucoup, messieurs. Je passerai des heures avec vous, mais il faut rendre l'antenne puisqu'on est attendu pour la suite de nos événements. On est déjà en retard. Le podcast est bien sûr disponible sur toutes les plateformes. Il sera aussi disponible sur Calcia Info, bien évidemment, comme c'est l'usage. On a parlé d'un sujet majeur. Je pense que c'est un sujet à épisode. On aura très certainement l'occasion, tous ensemble, d'en reparler, parce que je pense qu'on est sur un chantier qu'on peut qualifier de chantier du siècle par rapport à la transformation à la fois urbaine, mais aussi sociologique, avec tous ces nouveaux modes d'habitat, avec quelque chose qui est cher à Stéphane Delomeau, la maîtrise des usages, toujours, bien évidemment. Merci Stéphane Delomeau, justement, directeur marketing communication de chez Calcia. Merci encore une fois d'avoir participé à cette table ronde. Un grand merci à Fouad Afras, le président de l'LGPS. Voilà, changez rien, voilà, vous êtes super, voilà, magnifique. Voilà, phrase, vous revenez comme ça, on a besoin comme ça de clients sur le plateau. Merci en tout cas de vous être prêté à ce jeu. Encore une fois, clin d'œil à nos amis de la compagnie de Strasbourg. Merci à vous, Christophe Lagrange, directeur de l'offre chez Alkern, pour revenir nous voir, hein, qu'on parle un petit peu de vos sujets. À vous raconter sur les produits en béton. Qui sont majeurs, il y a beaucoup de choses à apprendre et effectivement, on peut aussi réenchanter le béton et ce qui est nécessaire. Et d'ailleurs, avec cette vision pragmatique de Christophe Possémé, le président de l'Union nationale de la maçonnerie et du gros œuvre avec la FPV, parce que vous nous avez expliqué finalement que vous êtes très prosaïque, hein, vous dites bois quand il faut, béton quand il faut, pas de chapelle, pas d'exclusive, uniquement pragmatique et efficace. C'est bien ça, en fait, concrètement. Merci à toutes et à tous et on enchaîne avec nos programmes. Le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urba et Cité Verte Europe sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio.